Mes tâches au sein de l'entreprise se limitent à l'argent qui rentre. C'est un peu plate comme description, mais on est deux dans la business. Il y a mon associé qui est ingénieur de formation qui lui s'occupe de l'argent qui sort. Donc ça nous permet vraiment de délimiter les rôles. L'argent qui rentre, c'est le marketing, c'est la vente, c'est le design. Donc ce sont les trois aspects que je supervise. La question que mon associé m'a posée, qui est aujourd'hui mon associé, qui était à l'époque un ami, était formulée de la manière suivante. Que ferais-tu si c'était le premier jour de ta vie? Il trouvait que le concept de poser la question « Qu'est-ce que tu fais si c'est le dernier jour? Tu sais, juste avant de mourir, on va-tu en parachute? Qu'est-ce qu'on fait? » Il la trouvait vraiment plate comme question, parce que c'est une question qui est, bref, fataliste. Et de poser la question « Que ferais-tu si c'est le premier jour de ta vie? » C'est comme si tout était à recommencer. Pense pas à ton chum, pense pas à ta blonde, pense pas à ton appart, pense pas à tes dettes d'études, rien de ça. T'es libre, t'es ouvert, tu peux faire ce que tu veux, tu ferais quoi? Et on a trouvé l'angle extrêmement intéressant de cette question-là. Et bref, quand on a choisi de faire du vêtement, on s'est demandé quel est le premier jour du vêtement. Le premier jour du vêtement est venu la feuille, le logo de Gansovity, qui est la feuille d'Adam. En fait, c'est le premier vêtement de l'humanité. Donc, la feuille d'Adam et Ève contre la nudité, le premier vêtement. Ouais. C'est la pensée du premier jour. L'impact de l'industrie de la mode sur un emploi ou sur n'importe quel emploi dans cette industrie-là revient au concept du cyclique. C'est une business qui fonctionne par moment, par explosion. C'est pas une business qui fonctionne de manière linéaire. C'est vraiment une business qui a des moments forts. Donc ça crée plein de sous-tâches, plein de sous-jobs qui sont toutes très intenses. Mon associé était, avant d'aller en mode, un ingénieur industriel qui construisait des avions, des moteurs d'avions. C'était dans l'industrie qu'il était. Donc pour lui, une chaîne d'approvisionnement doit être extrêmement huilée. Un jeune designer de 22 ans qui sort de l'école de mode se dira pas nécessairement « je regarde un bouton, il est vraiment beau, est-ce que je le prends parce que c'est 60 sous de plus, donc mon client au final va payer 3 $ pour le bouton sur l'achat, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Combien il pèse le bouton? Parce que j'en fais venir une caisse, j'ai un frais de shipping là-dessus, j'ai un frais d'import sur le bouton, ça aussi mon client au final va le payer. » Toute cette pensée-là, malheureusement, ne vient pas naturellement à des vraies personnes de la mode. Nous, on est des gens de business, donc on a une pensée qui ressemble à celle des entreprises multinationales, à petite échelle. Voilà. C'est pas un mythe de la considérer difficile, c'est extrêmement difficile. On est beaucoup, c'est une belle industrie, le monde se bat pour y être. Quand il y a une industrie où le monde se bat, les gens se battent pour y être, par définition, ça va être difficile de réussir. Est-ce que c'est un mythe que c'est peu payant? Ça, je pense que oui. Tout vient dans l'angle, dans la façon où on rentre dans cette industrie-là. Je pense qu'il faut choisir sa place. C'est une industrie qui est difficile, c'est une industrie qui demande une pensée business. Si tu ne penses pas business, tu vas mourir. C'est extrêmement important de penser dans les plus petits détails. Et si on approche cette industrie-là avec une pensée analytique, chiffrée, intelligente, il y a de la place pour vous dans toutes les compagnies. Le web est particulier en cette mesure où il y a peu de choses qui fonctionnent, mais les choses qui fonctionnent extrêmement bien. Si on regarde dans l'industrie de la mode, il y a 3 points qui sont des sources de réussite dans le web. Un, la rareté. Êtes-vous capable de mettre la main sur un produit que vous êtes les seuls à être capable de distribuer dans un marché? Je pense à ce niveau-là, une boutique comme Essence.com. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un site web haut de gamme basé à Montréal. Ce sont des génies, c'est extrêmement bon ce qu'ils font. Mais il n'y a personne qui a une sélection comme ça de produits de luxe qui se livrent à l'unité à Montréal ou au Canada. Il n'y a personne, ils sont tout seuls. Donc, si tu es capable d'obtenir la rareté, où est-il?
Un site comme Etsy où tu as des designers indépendants qui sont dessus, là on crée une rareté, tu peux pas le trouver nulle part d'autre que là, ce produit-là. C'est voué à réussir, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est les prix. Est-ce que tu es capable d'avoir le meilleur prix au monde sur un produit? Pense à un site comme Beyond the Rack qui fonctionne en flash sales. Si ta réponse est oui, tu es capable d'avoir le meilleur prix, tu vas réussir. Mais aujourd'hui, dans un environnement où Forever 21 est capable de flipper une robe à 19$ au détail, bonne chance à obtenir le meilleur prix. Troisième, c'est la sélection. Est-ce que tu es capable d'avoir la plus large sélection? Un site web comme ASOS, qui est un site web basé en Angleterre, a plus de marques dans son portefeuille de marques qu'Against Noviki crée de produits par an. Comment peut-on compétitionner avec une sélection comme ça? D'avoir une pensée business, et mon conseil aurait été pour ceux qui ne sont pas au HEC, d'aller au HEC. Il y a vraiment trois choses qui sont importantes dans l'entreprise. Le coût d'acquisition d'un client, sa valeur et la grosseur de marché. Je vous explique. Le coût d'acquisition d'un client, on achète un client. Si on pense qu'on convainc un client, c'est faux. On achète toujours un client. Si c'est en ligne, c'est à force d'acheter des bannières. Si c'est dans des boutiques, c'est à payer des représentants qui sont sur la route, dans des voitures, payer les housses, payer les cintres pour qu'ils se promènent, les catalogues et tout ça. Et à un moment donné, tu as un coût, quand tu arrives à un client, tu te dis combien ça m'a coûté pour l'avoir. Pensez-y, il y a des clients que tu es allé voir mais qui n'ont pas converti, qui n'ont pas acheté. Ils rentrent dans ton coût d'acquisition de ton client. Deuxième, c'est la valeur de ton client. C'est quoi son lifetime value sur une vie? Combien il vaut? Et ta troisième information, c'est quelle est la grosseur de ton marché. Intelligence, adaptation. Comme c'est une industrie qui bouge tout le temps et que les jobs changent toutes les semaines, ça prend une grande capacité d'adaptation, résilience. On apprend dans cette industrie-là en particulier, mais dans pas mal toutes les industries, à raison de fort pointe la gueule. On apprend en se plantant, on apprend en faisant des erreurs. Et on juge la force d'un employé non à sa capacité à ne pas faire d'erreur parce qu'il va en faire, mais à sa capacité à se relever. Un employé qui va découvrir son erreur rapidement et qui va en profiter de l'erreur comme une opportunité pour rebondir et offrir des nouvelles solutions qui vont non seulement corriger la situation là, mais prévenir qu'elle arrive de nouveau au sein de l'entreprise, je vais le garder pour toujours.